Bonsoir, docteur Porté. Donc, je me présente, Bonsoir. Camille Modica. Je suis responsable communication, du coup, pour la clinique du Parc à Lyon. Je vais prendre quelques minutes en amont, du coup, de ce webinaire autour, du rachis cervical du sportif animé, du coup, en première partie par le docteur Porté et ensuite par le docteur Grelat. Cette série, en tout cas, sur le rachis cervical du sportif, elle s'intègre justement dans une série de webinaires, qui visait justement à montrer un peu, différentes spécialités qui interviennent et différents chirurgiens qui interviennent au sein de la clinique du Parc Lyon. Et donc, on a, au travers voilà, de ces webinaires, pu aborder les questions autour de la genou du sportif, de la cheville du sportif, du coureur de fond, de l'épaule. Et aujourd'hui, donc, on clôture cette série de webinaires sur le sport autour donc d'un sujet sur le rachis. La neurochirurgie, c'est un des axes et une des spécialités effectivement phares de la clinique du Parc à Lyon. Il y a 6 chirurgiens du rachis qui interviennent sur l'établissement, dont 3 neurochirurgiens. Euh, la clinique a récemment effectivement fait l'acquisition d'une navigation qui permet effectivement aux chirurgiens d'avoir un éventail en tout cas de technologies qui leur permet effectivement de prendre en charge de manière plus sécurisée encore le patient que ça ne l'était déjà avant. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à la clinique du Parc, on a, au travers de la neurochirurgie, il y a aussi d'autres spécialités qui gravitent, et notamment l'imagerie médicale, la médecine du sport. Et du coup, on est assez actif sur ce volet-là, sur cette spécialité-là, et on organise de manière annuelle, effectivement, un congrès sur le rachis et qui sont disponibles. Alors cette année, on a même fait une captation donc que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et qui était le rachis à l'épreuve de l'âge. Donc voilà, je voulais en tout cas un peu contextualiser ce webinaire au travers effectivement d'une vraie d'une vraie ensemble et une vraie écosystème autour de la neurochirurgie à la clinique du Parc. Voilà pour l'introduction. Je vais vous laisser la parole, docteur Porté. Juste un petit sujet au niveau des questions. Comme à chaque fois, on va vous proposer effectivement de pouvoir poser vos questions directement donc au docteur Porté et puis au docteur Grelat. Donc, n'hésitez pas à utiliser la rubrique QR qui est en bas de votre écran, voilà, tout au long de la conférence. Et ensuite, je me ferai en charge du coup de porter la voix du coup de votre question. Ça sera à la fin du webinaire. Et ensuite, comme à chaque fois, vous recevrez effectivement un sondage qui vous permettra voilà, d'évaluer un peu les aspects techniques et de poser également d'autres questions sur les sujets qui nous permettront, nous, après aussi, de pouvoir vous proposer des sujets parce que c'est important qu'on sache effectivement ce que vous attendez et comment nous, on peut effectivement vous apporter des informations au travers de ces questions-là. Je ne serai pas plus longue. Docteur Porté, je vous souhaite un bon webinaire. Je vous vois du coup tout à l'heure pour du coup la partie modération et je vous souhaite à tous du coup un très bon webinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci Camille. Merci à Mairie de Santé de me permettre de traiter ce sujet. Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons parler du rachis cervical du sportif. Et donc moi, je suis le docteur Porté. Je suis neurochirurgien à la clinique du Parc, spécialisé dans la chirurgie du rachis. Quelques mots pour présenter le plan qu'on va suivre ce soir. Alors, quelques mots d'introduction. Le rachis cervical, c'est le rachis le plus mobile, mais c'est aussi le rachis le plus fragile. Il est donc sujet à pas mal de traumatismes, de risques de traumatisme. Et les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents chez le sportif, avec des gravités qui sont variables, qui vont de l'entorse bénigne, mais qui peuvent aller jusqu'à la contusion médulaire. C'est surtout très important lors des sports de contact. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 5% des traumatismes du rugbyman qui concernent le rachis cervical, dont 2 à 3 lésions médulaires par saison, ce qui n'est pas rien compte tenu de la gravité de ce type de lésion. C'est donc important de savoir orienter le cas échéant vers une prise en charge chirurgicale si nécessaire. Pour commencer, donc quelques rappels anatomiques. Donc vous avez ici la présentation du rachis cervical, donc qui se compose de 7 vertèbres. On distingue les 2 premières, C1 qu'on appelle atlas, C2 qu'on appelle axis, et les vertèbres du rachis cervical inférieur qui vont de C3 à C7. Ces différenciations se font sur des conditions anatomiques sur lesquelles on reviendra. Comme on l'a dit, le rôle fonctionnel du rachis, c'est un équilibre fragile, puisqu'il doit allier à la fois force pour soutenir la tête, qui pèse en moyenne entre 5 et 8 kg sur les individus, résistance pour protéger la moelle épinière, puisqu'à l'intérieur de la colonne vertébrale, au niveau cervical, passe la moelle épinière cervicale, qui contrôle énormément de fonctions motrices, sensitives et même viscérales, avec la respiration et autres.
Et puis un rôle de mobilité, puisque c'est grâce au rachis cervical qu'on a un contrôle sur notre environnement, ce qui nous permet de tourner la tête dans les différents plans pour contrôler un petit peu ce qui se passe autour de nous. Donc c'est ce que j'ai voulu un petit peu représenter par cette image, c'est la fragilité de cet équilibre complexe. Donc, au niveau de la colonne cervicale, on va d'abord s'attarder sur les articulations sous-occipitales qu'on peut diviser en articulations atlanto-occipitales. En fait, c'est l'occiput qui va s'articuler avec la première vertèbre cervicale et l'articulation atlanto-axoïdienne qui est l'articulation de la deuxième vertèbre cervicale avec la première vertèbre cervicale. Donc, ce que vous pouvez voir là sur le côté droit de l'image, c'est un schéma qui représente un petit peu la congruence de ces différentes articulations. Ici, avec la dent de l'odontoïde, donc de C2, on voit qu'en fait, ça va permettre une rotation de C1 autour de cet axe sur lequel va reposer les condyles occipitaux. Les condyles occipitaux vont avoir une congruence parfaite avec l'articulation de C1 qui va permettre des mouvements extrêmes de flexion-extension de la tête sur cet axe-là. Et par contre, on a une congruence inverse de l'articulation de C1 avec C2 qui va en fait se déplacer en avant ou en arrière sur les mouvements de rotation. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le rachis cervical haut s'articule avec l'occiput et permet surtout des mouvements de flexion-rotation. Ensuite, on a le rachis cervical bas, qui se compose là aussi de plusieurs articulations. Alors déjà, si on s'attarde sur la morphologie des vertèbres, on constate que c'est des vertèbres qui correspondent beaucoup plus aux vertèbres classiques thoraciques et lombaires, avec toutefois la présence pour la plupart de foramen transversaires, hormis en C7. Ces vertèbres, elles vont s'articuler entre elles par des articulations intervertébrales qu'on peut distinguer. Donc tout d'abord les articulaires postérieurs, ensuite les articulations incovertébrales, et ensuite les articulations intersomatiques via le disque intervertébral. Ce qui est important, c'est la congruence des articulations postérieures va permettre une certaine mobilité charnière postérieure. L'articulation oncovertébrale consiste en fait au rapport étroit qu'il va y avoir entre la partie inférieure du corps vertébral de la vertèbre du dessus et ces petits prolongements osseux sur la partie haute des vertèbres qu'on appelle les uncus, qui délimitent de part et d'autre le disque intervertébral. Ces uncus, ils vont avoir un rôle, comme on peut le voir sur ce schéma à droite, sur la limitation des mouvements en inclinaison, car comme c'est un équilibre fragile, il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'inclinaison qui soient permises sous peine de porter préjudice sur l'intégrité de la structure. Donc, on a l'ensemble de ces articulations qui va permettre des mouvements, surtout donc d'inclinaison latérale limitée par l'uncus, mais aussi de flexion-extension grâce au disque, avec également une résistance en compression grâce au disque intervertébral, qui est du fibrocartilage hydrophile et qui permet une meilleure absorption des contraintes en compression notamment. Quelques rappels anatomiques sur les groupes musculaires. On distingue classiquement un premier groupe qui va être sur la gauche ici, le groupe musculaire antérieur et latéral, qui va surtout avoir un rôle dans la flexion et dans la rotation de la tête. Ensuite, on va avoir les muscles superficiels postérieurs, avec principalement le trapèze qui est le plus important, hein, avec le trapèze qui est un muscle bilatéral qui va jusqu'à l'omoplate. Puis des muscles un peu plus profonds. L'ensemble de ces muscles va surtout au niveau postérieur, va surtout servir sur les mouvements d'extension, mais également de rotation de la tête. Et c'est toutes ces structures myologiques complexes qui va permettre la mobilité du rachis cervical dans les différents plans, là encore pour contrôler un petit peu ce qui se passe autour de nous dans notre environnement. Sur cette planche, on peut voir un petit peu le rappel de ce qu'on a dit sur le fait que le rachis cervical haut, C1, C2 et occiput sert surtout sur la flexion-extension. On voit à 50 degrés de flexion-extension qui sont permis par ce rachis-là grâce à la congruence des articulations, comme on l'a vu précédemment. Et la large contribution de l'articulation C1-C2 sur la rotation, donc qui va permettre 50 degrés de mobilité à ce niveau-là. Encore une fois, c'est l'odontoïde de l'axis qui va permettre à l'atlas de rôter autour d'elle pour permettre cette mobilité-là.
Et ensuite, donc, on a la contribution de l'ensemble du rachis cervical inférieur qui, globalement, participe pour 50 degrés, 60 degrés, pour arriver quand même à une mobilité au niveau cervical qui est de l'ordre de 110 degrés sur la flexion-extension, 100 degrés sur la rotation et l'inclinaison latérale qui peut aller jusqu'à 68 degrés, essentiellement permise par les vertèbres cervicales inférieures, comme on l'a vu. C'est donc un rachis très mobile qu'on a à ce niveau-là, contrairement au rachis thoracique qui est limité par la cage thoracique et au lombaire qui a des contraintes de mobilité moins importantes, mais des charges à soutenir plus importantes. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant du sport. Donc, le thème de ce soir, c'est le rachis cervical du sportif. Donc, on va tout d'abord identifier les facteurs de risque liés à la pratique sportive. On peut les distinguer classiquement en facteurs de risque liés au sport, le type, savoir quelle est la dangerosité du sport pratiqué, on y reviendra juste après, l'intensité, la fréquence. Le niveau est aussi important, hein. Bien sûr, il faut distinguer le niveau amateur et professionnel. Je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas, puisque au niveau professionnel, il est prouvé que il y a moins de chutes, que les chutes sont mieux contrôlées, que les corps sont plus préparés au traumatisme, mais à la fois, dans le haut niveau, l'intensité, la fréquence des entraînements et des sessions sont beaucoup plus importantes et les corps sont soumis à des pressions beaucoup plus importantes. Donc, il faut être vigilant sur ça. Ensuite, on identifiera les facteurs de risque liés aux sportifs, avec surtout des fragilités congénitales. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin, mais on n'a pas tous la même morphologie cervicale. Alors oui, les structures principales sont les mêmes, mais le canal par lequel passe la moelle épinière, par exemple, peut être plus ou moins grand, et il peut y avoir des variations anatomiques qui peuvent directement créer des conflits qui ne sont pas favorables à la pratique de tel ou tel sport. Ensuite, il y a les fragilités acquises. Donc ça, classiquement, c'est l'âge. Avec l'âge, le rachis s'use, l'arthrose se développe et ça peut, là aussi, amener des contraintes sur les articulations qui peuvent avoir des conséquences dans la pratique du sport. Cette classification est relativement importante puisqu'elle permet quand même d'identifier le degré de dangerosité des sports. C'est Savali qui l'a décrit en 2010. Avec une dangerosité élevée. Ce sont les sports qui impliquent nécessairement des collisions. On va parler des sports de combat. Vous avez une très belle illustration sur cette photo avec un traumatisme cervical qui risque de faire mal. Et puis, bien sûr, le rugby qui là aussi est un sport de contact. Ensuite, il y a les sports à risque modéré. Ce sont ceux qui sont susceptibles de provoquer des chutes ou des traumatismes. Gymnastique, haltérophilie, hein, là aussi une autre illustration. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'intensité du choc qui est évaluée par cette classification, simplement, on va dire, le risque de survenue d'un traumatisme. Et ensuite, on a les risques faibles, où par exemple au tennis, sur le rachis cervical, le risque de traumatisme ou de chute est quand même très très faible. Donc, dans la pratique du sport, on va distinguer deux étiologies principales dans les traumatismes du rachis cervical. Les traumatismes aigus, qui vont être pourvoyeurs de hernie discale, fragment de disque qui va être exclu dans le canal, d'entorse, une lésion disco-ligamentaire, de luxation, avec une décoaptation des articulaires postérieurs notamment, voire de fracture, avec des solutions de continuité au niveau osseux. Il y a aussi les microtraumatismes répétés qui vont, avec l'âge, en fait, majorer la dégénérescence arthrosique. C'est ce que je vous ai représenté sur cette image-là, avec donc la discopathie qui va se développer, l'usure du disque, le fait que le disque se déshydrate, il s'étale davantage, le fait qu'il va être protrusif dans le canal, qui va être responsable d'une sténose foraminale, voire centrale, qui va pouvoir avoir des contraintes sur les structures neurologiques, et bien sûr la myélopathie qui va pouvoir se développer à ce dépens. Donc il faut bien avoir conscience que même si on n'a pas de traumatisme aigu, notamment lors de la pratique du rugby, les micro-traumatismes qui vont se répéter lors de chaque entraînement et lors de chaque match va favoriser le développement de cette dégénérescence arthrosique. Un mot sur l'instabilité post-traumatique pour bien comprendre les enjeux de la prise en charge. On rappelle que les lésions osseuses sont une instabilité temporaire. Une fois que l'os est consolidé, il n'y a plus d'instabilité. A contrario, les lésions disco-ligamentaires sont des instabilités définitives puisqu'il n'y a pas de réel renouvellement, régénération des ligaments et du disque qui soit possible dans l'organisme.
Les entorses, un mot sur les entorses, on distingue les entorses bénignes qui vont surtout consister en des distensions du système ligamentaire, des entorses malignes graves, où là on parle de rupture avec donc une instabilité qui est nettement supérieure. Un mot sur les mécanismes lésionnels. Donc, vous avez représenté sur les schémas de droite les différents traumatismes qui peuvent survenir au décours de la pratique du sport. Alors, bien sûr, il y a des composantes un peu plus exotiques, mais globalement, on peut avoir des compressions axiales. Donc, sur une compression purement axiale, c'est surtout la première vertèbre cervicale de par sa configuration anatomique avec l'occiput qui risque d'être fracturée. Les compressions axiales avec inclinaison latérale qui vont plutôt avoir tendance à provoquer des hernies discales du fait de la fragilité du disque qui est plutôt sur son versant annulus postérieur latéral. Les compressions en flexion-extension qui sont responsables d'un type de fracture particulière, c'est-à-dire que la compression va venir casser la vertèbre et puis le mouvement en flexion-extension va mettre des contraintes sur le disque et sur les structures ligamentaires qui fait qu'il y a une atteinte osseuse mais également ligamentaire. Donc dans les teardrop fractures, on est sur un niveau d'instabilité qui est relativement important. Les mécanismes en hyperflexion, hyperextension qui sont plutôt pourvoyeurs d'entorse. Le mécanisme coup du lapin, alors qui correspond à une décélération brutale, qui associe en fait une hyperextension puis une hyperflexion. C'est vraiment ce mouvement de coup du fouet. Hein. C'est pour ça que les Américains appellent ça le whiplash syndrome. Là, c'est plutôt pourvoyeur d'entorse bénigne. Et puis, donc, dans le mécanisme lésionnel, il y a aussi les mécanismes en rotation, où là, il peut y avoir des luxations articulaires ou des luxations C1, C2. Avant de parler un petit peu de la prise en charge de ces traumatismes du rachis cervical, il est important de rappeler les préventions qui peuvent être mises en place. Alors, il y a des préventions qui sont communes. Hein. Tout d'abord, un certificat médical de non-contre-indication est nécessaire avant de commencer des sports, notamment des sports de contact. Mais cette prévention est commune. Une préparation physique optimale et spécifique avec des étirements, des entraîneurs qui sont sensibilisés à la mobilité du rachis cervical, à sa musculature, comment le renforcer, comment le protéger. Vous avez ici quelques étirements de base, hein, mais qui permettent tout de suite d'échauffer la zone cervicale de façon à la protéger pendant l'entraînement ou pendant le match ou la représentation sportive. Bien sûr, il faut éduquer, sensibiliser les différents intervenants, que ce soit les coachs, les préparateurs physiques, les sportifs, bien sûr. Tout le monde doit être sensibilisé au risque au niveau cervical, car même si c'est rare, les conséquences peuvent être très graves sur une contusion médulaire, surtout chez le pratiquant jeune, hein, bon, bien sûr. Et ensuite, il y a aussi l'évolution des règlements sportifs. Bon, la plupart des instances sportives suivent quand même de près les recommandations médicales pour faire évoluer leurs règlements et pénaliser les comportements à risque, sanctionner les joueurs qui dérogeraient à ces règles et voire même exclure certains mouvements qui étaient pourvoyeurs de traumatismes bien trop importants. Ensuite, il y a les préventions spécifiques pour les sports de contact notamment, le protège-dents, car oui, le protège-dents ne protège pas uniquement l'appareil maxillaire et la dentition. En fait, par l'action de forcer la contraction du maxillaire, on va engager le muscle temporal, le muscle masséter, mais également tous les muscles hyoïdiens et les muscles du cou, qui vont permettre en fait de contracter l'ensemble de la sangle musculaire et de protéger le rachis cervical lors de l'impact. C'est pour ça qu'il est même mis à la boxe et haute. C'est vraiment le protège-dents et un outil indispensable et nécessaire dans la pratique des sports dangereux. Un mot sur les préventions spécifiques, donc justement les sports dangereux comme on l'a vu dans la précédente classification. Il est important aujourd'hui de dépister les joueurs à risque de traumatismes cervicaux graves. C'est encadré par un texte de loi que je vous ai reporté sur cette diapositive. C'est l'article 1 qui dit que une imagerie est nécessaire dans certaines conditions. Là par exemple, le rugby à 15 uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans. C'est important parce que ça va déterminer si le pratiquant va pouvoir pratiquer son sport et si oui, à quel niveau. Pourquoi est-ce qu'on fait une IRM cervicale? Ça va être pour rechercher un canal cervical étroit ou rétréci. Un mot de sémantique, un canal cervical étroit, c'est un canal qui est constitutionnellement rétréci, alors qu'un canal cervical rétréci, c'est des phénomènes dégénératifs qui vont participer au fait que son diamètre va diminuer. On décrit l'indice de Torg qui va mesurer A sur B, hein, comme on peut voir sur le schéma ici.
Plus cet indice va être inférieur à 0,8, plus le risque neurologique est majeur. Et pourquoi est-ce qu'avant cet indice se faisait sur des radiographies? On le fait maintenant sur une IRM parce qu'on calcule l'indice médulo-canalaire avec donc là aussi le rapport de D, le diamètre de la moelle, sur C, le canal, pour définir s'il y a une sténose médulaire qui serait menaçante en cas de pratique sportive dangereuse. On va aussi pouvoir, par cette imagerie, avoir une recherche plus approfondie anatomique avec la recherche d'une myélopathie cervicale, de malformations vertébromédulaires telles que la syringomyélie ou le Klippel-Feil. Le Klippel-Feil, c'est le fait qu'il y ait des sommites vertébraux qui peuvent être fusionnés, donc des vertèbres qui sont fusionnées entre elles, qui peut rajouter des contraintes mécaniques particulières, ou bien sûr des hernies discales qui seraient asymptomatiques jusque-là, mais qui pourraient venir menacer également la moelle épinière. C'est pour toutes ces raisons qu'on fait une IRM sur les joueurs à risque, les sportifs à risque, comme on l'a défini plus haut. Donc, rentrons dans le vif du sujet, le traitement. Alors, la prise en charge sur le terrain. Donc, bien sûr, là, vous avez une très belle illustration d'un traumatisme cervical. Donc, on va bien sûr interrompre la rencontre sportive. Dans le meilleur cas, il faut l'intervention d'un médecin de terrain, si c'est possible. On sécurise le sportif. Bien sûr, s'agissant du rachis cervical et les centres médulaires de la respiration et cardiaque étant au niveau cervical, il est important d'identifier s'il y a une situation d'urgence vitale pour faire les gestes de premier secours si nécessaire. Si il n'y a pas d'urgence vitale, on identifie les structures touchées et on va rechercher les signes de gravité. Les signes de gravité, on les voit ici sur cette diapositive. Donc, bien sûr, il y a la perte de connaissance, le déficit neurologique qui peut toucher soit le tronc, soit les membres, la névralgie cervico-brachiale, c'est-à-dire la douleur qui va s'étendre du cou jusqu'au bras, éventuellement avec des phénomènes sensitifs à type de paresthésie. Une douleur intense au niveau du cou doit aussi être un signe d'alarme après un traumatisme. Par exemple, sur la photo où on voit ici, où classiquement on appelle ça un raffut, où le rugbyman prend une énorme pression en hyperextension du cou. S'il se plaint d'une douleur intense du cou, il faut être vigilant parce qu'il peut y avoir une entorse grave à suspecter. Et bien sûr, la déformation de la colonne vertébrale cervicale. Si on identifie l'un de ces signes de gravité, il faut tout de suite immobiliser le patient. On va avoir recours à une civière, éventuellement à un matelas, et puis surtout à une minerve rigide qui va permettre de maintenir l'axe tête-cou-tronc de façon à éviter les contraintes en cisaillement, éventuellement au niveau médulaire, s'il y a. S'il n'y a pas de critères de gravité, se pose alors la question de la reprise du sport par le sportif. Et dans ce cas-là, il y a des critères de reprise du sport qui sont bien définis. On va regarder d'abord si la mobilité est préservée. Pour ça, on va faire un test actif de rotation, 45 degrés de chaque côté. Et puis, s'il bouge bien, c'est plutôt rassurant. S'il n'y a pas de douleur cervico-trapézienne ou brachiale, s'il n'y a pas de déficit neurologique, on va faire aussi le test de Sperling. C'est ce que je vous ai représenté sur ce schéma. En fait, on demande au patient, en l'occurrence le sportif, de tourner la tête vers la gauche puis vers la droite et on va imprimer une pression, d'abord tête rotée vers la gauche puis vers la droite. Et si la pression déclenche une douleur dans le bras, ça veut dire qu'on vient mettre une contrainte radiculaire qui déclenche la névralgie. Et ça peut être signe soit d'une instabilité, soit d'une hernie traumatique ou ce genre de choses. Le test du lever, en gros, on demande aux joueurs, si l'ensemble des autres signes n'est pas présent, on demande au joueur de se lever. S'il n'a pas de vertige, pas de nausée ou de choses comme ça veut dire qu'a priori, il est apte à reprendre. On fait quelques exercices de base, on le demande de courir et de voir s'il peut réaliser les gestes nécessaires à la pratique de son sport. Et bien sûr, on lui demande s'il se sent prêt à reprendre. S'il ne se sent pas prêt, bien sûr, il faut l'exclure de la session sportive. S'il se sent prêt et que l'ensemble des critères est réuni, à ce moment-là, il pourra reprendre le sport a priori sans conséquence, mais en restant vigilant tout de même. S'il y a des signes de gravité, le patient va être transféré, donc on l'a vu, dans une structure spécialisée où il sera pris en charge aux urgences, où il devra bénéficier d'un examen neurologique complet. Pour ce faire, il y a ce schéma qui a été développé par l'ASIA qui permet en fait de déterminer les atteintes motrices sensitives, mais aussi sphinctériennes d'un traumatisé vertébromédulaire. L'examen neurologique initial est déterminant puisqu'il va déterminer quel type d'examen vont être nécessaires par la suite.
Un mot justement sur les examens paracliniques à réaliser sur des patients qui se retrouvent aux urgences à la suite d'un traumatisme cervical dans le cadre de la pratique de son sport. S'ils présentent des cervicalgies post-traumatiques, donc comme je viens de vous dire, on va regarder l'examen neurologique. S'il y a des signes neurologiques, il faut absolument faire une IRM. Si l'IRM retrouve des lésions disco-ligamentaires, la discussion va être de savoir s'il faut opérer ou pas. S'il y a des lésions osseuses, il faudra compléter l'IRM par un scanner, car l'IRM ne permet pas de bien apprécier les structures osseuses. S'il n'y a pas de signe neurologique, deux cas de figure se présentent. Soit il y a des signes de gravité et une cinétique qui est alarmante. Dans ce cas-là, on ne prend pas de risque, on fait un scanner. S'il n'y a pas de signe de gravité et que c'était à faible cinétique, et qu'il y a un tableau clinique qui est quand même globalement rassurant, on peut faire des radiographies standards. Si on fait des radiographies standards, soit il y a suspicion de fracture, on fait un scanner, suspicion d'entorse, on fait une IRM, et s'il n'y a pas de lésion, et c'est ça qui est important, il faut reconvoquer le patient pour lui faire des radiographies dynamiques dans la phase indolente, c'est-à-dire à peu près approximativement à J10, parce que souvent, on ne peut pas faire des radiographies dynamiques tout de suite après le traumatisme, parce que la douleur fait qu'il y a une contracture musculaire qui ne permet pas d'avoir un examen qui soit contributif, mais par contre, une fois la phase indolente atteinte, il est important de faire des clichés dynamiques pour rechercher une instabilité. C'est notamment ce qui est représenté sur ce schéma-là. Vous voyez une première radio faite au moment du traumatisme. On voit qu'il y a un petit bâillement discal postérieur avec un petit pincement antérieur, mais pour autant rien qui semble alarmant. Et en fait, quand on fait la radiodynamique de contrôle à J10, on se rend compte qu'il y a des signes d'instabilité majeure. On n'est donc pas dans le cadre d'une entorse bénigne qui ne nécessiterait pas d'autre prise en charge spécifique qu'un collier mousse antalgique. On est dans le cadre d'une entorse grave qui nécessitera une stabilisation parce que, comme on l'a vu, les lésions ligamentaires représentent une instabilité définitive qui ne peut pas cicatriser. Je vous ai également mis sur cette diapositive les critères de Lewis qui définissent une entorse grave sur la radiologie. Il en faut au moins deux, à savoir augmentation de l'écart interépineux, un bâillement articulaire postérieur, un antélesthésis de plus de 3,5 mm et une syphose discale de 11 degrés de plus que les étages adjacents. Le traitement conservateur, donc si on ne part pas dans l'option d'un traitement chirurgical, on va dans tous les cas proposer un traitement fonctionnel, repos avec arrêt du sport bien entendu sur un patient qui est cervicalgique après un traumatisme, traitement médical, antalgique, anti-inflammatoire et myorelaxant. Tout ça est assez classique, à conditionner bien sûr s'il n'y a pas de contre-indication allergique ou autre. Les systèmes de contention, si on se retrouve face à un patient qui a une hernie discale sans signe de gravité, on va pouvoir lui proposer un collier mousse à visée antalgique pour une période de 6 semaines qui est le temps de cicatrisation du disque à peu près. S'il y a une entorse bénigne, on va pouvoir proposer un collier mousse 10 jours. À partir de ce délai-là, on fait des radiodynamiques. Si les radiodynamiques confirment qu'il s'agit bien d'une entorse bénigne sans signe de gravité, on va pouvoir sevrer progressivement le collier mousse. Il est important de ne pas rendre le patient dépendant du collier mousse et de l'inviter à arrêter ce port-là, car sinon, il risque de développer des cervicalgies chroniques sur des douleurs qui ne céderaient pas, sur un mauvais conditionnement en fait musculo-squelettique à cause du port prolongé du collier. S'il y a une fracture sans atteinte disco-ligamentaire, comme on l'a vu, la fracture induit une instabilité osseuse transitoire. Donc, on peut proposer soit un traitement chirurgical, soit un traitement par minerve, rigide, 3 mois. C'est ce qui est représenté ici, avec un système de contention sternale, épaulière, mentonnière, occipitale, et également pour le rachis cervical haut, pour limiter les mouvements en rotation, il faudra ce qu'on appelle un bandeau à l'indienne. La kinésithérapie, donc voici ici une ordonnance type de kinésithérapie à prescrire chez un patient pour qui on ne retiendra pas d'indication chirurgicale, qui comprendra de la physiothérapie, de la fasciathérapie, du renforcement, du travail sur les amplitudes et aussi de la reprogrammation oculo-cervico-cinétique. Il s'agit en fait d'un travail proprioceptif sur le rachis cervical qui est très important chez le sportif puisqu'il y a quand même une exigence de résultats sportifs, donc on a besoin d'avoir une vigilance particulière, une réactivité particulière, et du coup, cette reprogrammation est très importante. Les séances de kinésithérapie seront aussi l'occasion d'avoir une sensibilité sur l'hygiène posturale et sur l'économie rachidienne. Bien sûr, on évite les manipulations vertébrales. Le nombre et le rythme des séances est classiquement laissé à l'appréciation du kiné.
Le traitement chirurgical, les indications, ça va être les lésions instables, les lésions neurologiques en urgence bien sûr, et les lésions avec un potentiel évolutif défavorable. Dans le cas des hernies discales traumatiques avec signe de gravité, je vous ai référencé ici les différents critères de gravité, mais globalement, ça va être le déficit neurologique, le syndrome médulaire, les névralgies cervico-brachiales déficitaires, ce genre de choses. L'entorse grave et la fracture avec atteinte disco-ligamentaire, puisque dans ce cas-là, la fracture pourra consolider, mais l'atteinte disco-ligamentaire persistera, donc ça relèvera d'une indication chirurgicale. Attention toutefois, je rappelle par ce tableau que chaque chirurgie est soumise à des complications qui sont peu fréquentes, mais qui sont quand même à informer le patient. Sur le post-opératoire, classiquement, on proposera une consultation de suivi radioclinique à 1 mois s'il n'y a pas de matériel mis en place ou à 6 semaines et 3 mois s'il y a un matériel mis en place. C'est la chirurgie la plus classique, celle qu'on va voir. On met du matériel d'arthrodèse et classiquement, on revoit les patients à 6 semaines puis à 3 mois pour définir un petit peu l'évolution post-opératoire. On recommandera du repos, un traitement antalgique et le port d'un collier mousse uniquement à visée antalgique sur les 10 prochains jours qui suivent la chirurgie pour aider un petit peu le côté antalgique de la chirurgie. Et la kinésithérapie, on y reviendra puisque là, c'est un schéma un peu particulier. Dans le cadre d'une luxation, donc ça se fait sous anesthésie générale. Classiquement, on procède dans les 48 heures car sinon il y a un risque de rétraction qui rend difficile, voire impossible la réduction. On peut éventuellement, si vraiment on ne peut pas, parce qu'il y a des lésions autres qui nécessitent de temporiser, on peut mettre une traction au lit ou un collier rigide en attendant, mais vraiment les recommandations, c'est dans les 48 heures. La traction se fait dans l'axe, comme représenté sur le schéma, puis en imprimant une inclinaison latérale. Ça se fait sous scopie 2/3. Je vous ai mis ici une vidéo qui illustre la réduction d'une luxation monoarticulaire à ce niveau-là. Donc, un mot sur les chirurgies cervicales qui vont être à adapter en fonction de la symptomatologie et de la pathologie, bien sûr. S'il y a une hernie discale traumatique, classiquement, c'est la névralgie cervico-brachiale. Si celle-ci est à opérer sur les critères de gravité précédemment cités, on va pouvoir proposer une dissectomie avec arthrodèse. S'il y a une entorse grave avec des douleurs cervicales, on va pouvoir proposer une arthrodèse. Si cette entorse grave s'associe à une fracture, c'est la teardrop fracture, on va pouvoir proposer une corporectomie. S'il y a une contusion médulaire, la question se posera de la décompression antérieure et postérieure avec une arthrodèse ou une corporectomie, plus ou moins une laminectomie. Je vous ai représenté ici les voies classiques d'une arthrodèse par voie antérieure. On fait une incision soit oblique, soit horizontale le long du muscle sternocléidomastoïdien. On vient écarter les différentes structures viscérales et artério-veineuses, ici carotide jugulaire, à l'intérieur trachée et œsophage, pour exposer le rachis cervical antérieur. À ce moment-là, on va pouvoir faire la dissectomie et venir mettre en place le matériel d'arthrodèse qui est représenté juste ici. Attention, dans le cas d'un traumatisme cervical, il faut mettre une plaque antérieure pour stabiliser le montage. C'est ce qu'on va voir sur la corporectomie, où ici, donc, on fait une voie d'abord un peu plus élargie pour avoir un accès large sur la vertèbre qu'on va retirer et pouvoir mettre en place le greffon de corporectomie avec la cage de corporectomie, pardon, avec la plaque antérieure qui est tenue par les vis. Nous avons ensuite la laminectomie. La laminectomie se fait donc par voie postérieure. On fait une incision médiane. On va dégager les muscles paravertébraux pour exposer l'arc postérieur des vertèbres et on va venir retirer l'arrière des lames pour faire de la place à la moelle épinière qui, comme on peut le voir ici, était très à l'étroit. Donc, la kinésithérapie post-opératoire, on distingue classiquement 3 phases. Une phase de consolidation qui se fait de 6 semaines à 3 mois où on va surtout faire du travail isométrique et infradouloureux. L'objectif, c'est de ne pas trop mobiliser le matériel qui a été mis en place pour ne pas gêner l'arthrodèse. On va pouvoir aussi travailler prudemment sur la mobilité, membre supérieur, membre inférieur. Ensuite, passer ce délai-là sous réserve que les examens paracliniques soient rassurants sur l'arthrodèse, sur la stabilité acquise, on va pouvoir passer à la phase de récupération des qualités analytiques du rachis cervical qui permet le retour aux activités sportives légères et surtout
aux activités de la vie quotidienne. On va surtout à ce moment-là travailler au niveau proprioceptif, amplitude articulaire et renforcement musculaire. Un mot sur les phases de préparation au retour sur les terrains en cas de sport à risque. Il s'agit d'une intensification du programme de renforcement musculaire et de rééducation qui est dédié justement aux sportifs qui vont être soumis à des contraintes physiques ou traumatiques plus importantes qui vont nécessiter un accompagnement rapproché avant de reprendre leur activité sportive habituelle. En conclusion, les traumatismes du rachis cervical chez le sportif sont fréquents, ils sont de gravité variable. L'importance de la prise en charge initiale pour identifier les lésions, les conséquences, l'urgence de la prise en charge chirurgicale ou pas. Savoir identifier aussi quels sont les sports dangereux de façon à pouvoir dépister, proposer un examen de dépistage aux sportifs à risque. Un mot sur le fait que la chirurgie ne contre-indique pas la reprise du sport, sauf cas particulier. Ici, je vous ai représenté une dépêche qui était sortie à l'époque, en 2012, de Sébastien Chabal, qui s'était fait opérer d'une hernie discale traumatique cervicale. Il a eu 3 mois d'indisponibilité. Il était alors en Pro D2. La chirurgie s'est très bien passée. Les suites opératoires se sont très bien passées et il a pu avoir le parcours qu'on lui connaît, bien sûr, en top 14 et puis en équipe nationale également, où il a pu et recevoir des raffus et mettre des raffus sans trop de difficultés malgré sa chirurgie. Donc, la chirurgie ne contre-indique pas la reprise du sport, même à haut niveau. Je nuancerai toutefois, il y a des règles bien strictes qui encadrent la reprise de certains sports professionnels notamment, en l'occurrence s'il y a plus de 2 niveaux arthrodésés au niveau cervical. Voilà, quelques mots ici de bibliographie pour ceux qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin. Et je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la place au docteur Grelat, ici présent. Bonjour à tous, je suis le docteur Michael Grelat, neurochirurgien à la clinique du Parc à Lyon, et je vais vous parler de la région lombaire. Pour cela, on va passer donc en revue la dynamique du rachis lombaire, les risques associés aux hernies discales et fractures lombaires, et pour finir sur les solutions et parcours de récupération qu'on peut avoir. Concernant la dynamique du rachis lombaire, au niveau des courbures de la colonne vertébrale, c'est divisé en 4 courbures de profil dans le plan sagittal. Le rôle de la colonne vertébrale, ça correspond à la stabilité, la statique et la dynamique. Et tout cela permet donc la protection du système nerveux central. Au niveau de la colonne vertébrale, on identifie des structures osseuses, les corps vertébraux, mais également des structures discales. Le disque représente 20 à 33% de la hauteur du rachis dans son ensemble, avec un noyau qui est très hydraté, noyau gélatineux, et une partie périphérique qui est fibreuse avec des fibres concentriques. Autour de la colonne vertébrale, on va identifier les structures musculaires, ligamentaires, tendineuses. Les muscles sont de véritables effecteurs des mouvements actifs au niveau de la colonne lombaire. Ils sont limités par leur fascia et comme représenté sur le schéma de gauche, ce sont de véritables haubans qui s'insèrent sur les différents corps vertébraux. Au niveau de la colonne lombaire, on va parler d'unité fonctionnelle avec le segment mobile rachidien. Je vais juste réduire ça. Le segment mobile rachidien, donc c'est le complexe disco-ligamentaire. Une unité fonctionnelle correspond à 2 vertèbres adjacentes avec les structures disco-ligamentaires associées. Cette unité fonctionnelle permet de réaliser des mouvements combinés, extension, flexion, rotation. Il y a un centre de rotation qui se situe au niveau du disque, au centre du disque, avec une partie un petit peu en arrière. Ça permet une résistance et une élasticité aux différents mouvements. Ces unités fonctionnelles s'articulent entre elles de haut en bas selon le modèle des 3 colonnes selon Louis, avec un maximum de charge qui passe par le corps vertébral et le disque, et une augmentation du volume et des masses de haut en bas. L'os chez chaque personne va s'adapter aux charges sous lesquelles il est placé, et ce qui entraîne une organisation trabéculaire du corps vertébral, avec des trabécules qui vont s'orienter en fonction des lignes de force qui seront appliquées. Au niveau des contraintes qui seront appliquées sur cette unité fonctionnelle, il faut savoir que 80%
de la charge passe par le corps vertébral en avant ainsi que par le disque et 20% environ passe en arrière au niveau des articulaires postérieurs. Ces articulaires postérieurs, justement, guident les articulations et contraignent les mouvements des vertèbres. Ça permet de faciliter la transmission des charges appliquées à la colonne. Ça contribue à la stabilité. Ça limite les mouvements inappropriés des vertèbres adjacentes. C'est des structures qui sont fragiles face à des forces de cisaillement. Autre structure anatomique dans cette unité fonctionnelle, c'est le ligament jaune, qui est une structure jaunâtre, principalement composée de fibres élastiques. C'est une structure qui résiste aux forces de traction et en compression, on observe un flambage immédiat avec un gonflement de la structure. Ça permet de limiter les mouvements excessifs et ça protège le système nerveux central. Dans le segment mobile rachidien, au centre, on retrouve le disque intervertébral qui a essentiellement deux rôles. Ça permet d'assurer la stabilité, la mobilité du rachis. Ça supporte et ça transmet les charges d'un niveau vertébral à un autre. Et ça permet également d'absorber les chocs et de redistribuer les charges, tel un véritable système d'amortisseur entre chaque vertèbre. Il s'agit d'un solide viscoélastique avec une grande partie du noyau qui est composé d'eau, avec un mouvement de fluide qui joue un rôle clé dans la réponse et la transmission des charges pour cet amortissement. Au cours d'une journée, la teneur en liquide du disque, ça varie en fonction du temps et en fonction de la charge. Et du coup, la pression du disque augmente tout au long de la journée, la teneur en eau diminue et la composition du disque se modifie. Il existe un véritable rythme circadien dans le disque, avec au repos une phase de récupération de la hauteur et de son volume, avec un afflux de fluide par pression osmotique. Dans la posture allongée, la pression intradiscale lombaire est minimale, et cette pression intradiscale, ça varie en fonction de la posture du corps. Lorsque le disque intervertébral est en flexion, torsion, extension, on observe une augmentation de la pression intradiscale. Cette pression est minimale en posture allongée et maximale en posture debout avec une légère flexion vers l'avant. La pression augmente bien entendu si des charges supplémentaires sont apportées. Concernant la mobilité, la flexion lombaire, c'est en moyenne de l'ordre de 65 degrés, l'extension lombaire 31 degrés, l'inclinaison latérale 30 degrés en moyenne. Quelques mots rapides sur l'équilibre sagittal. On a vu qu'il y avait différentes courbures de profil. On peut classer les différents types de dos en plusieurs types. Donc, s'il y a une faible courbure type 1, type 2, la majorité du poids du corps passe par les disques et par les vertèbres. Et s'il y a des courbures plus prononcées type 3 et notamment le type 4, à ce moment-là, la majorité des charges va pas passer que dans le disque, mais va aussi passer par les articulaires postérieurs. Il faut savoir que les dos de type 4 sont des dos qui sont dits plus dynamiques, avec plus de facilité sur certains sports ou certaines activités. Concernant le sport, il faut souligner l'importance de la stabilité et de la mobilité du rachis dans la pratique sportive pour permettre un transfert efficace de la force. Il existe donc des mouvements spécifiques du rachis lors de certaines activités sportives avec flexion, extension, rotation, avec des traumatismes à répétition qui vont abîmer la colonne lombaire. On a vu tout à l'heure également des risques potentiels liés à soit une mauvaise technique de mouvement, une surutilisation du rachis pendant une activité sportive. Alors, pour souligner l'importance du rachis lombaire dans la pratique sportive, je vous ai cité cet article qui a repris, c'était une analyse de différents athlètes en Grande-Bretagne qui ont participé aux Jeux Olympiques. Et du coup, ils ont recherché les causes de leur arrêt d'activité, de leur arrêt de carrière, les blessures qu'ils ont eues. Et dans cet article, on retrouve que la principale blessure responsable de l'arrêt du sport était sur le rachis lombaire dans 26% des cas, et la prévalence de douleur était la plus élevée au niveau de la colonne lombaire chez ces patients. Concernant les pathologies hernie discale et fractures. Hernie discale, c'est lorsque le disque est le siège de microtraumatismes à répétition, avec des micro-fissures qui peuvent aboutir à l'extériorisation d'une partie du disque.
Le nucléus peut bomber en arrière sous le ligament intact, on parle de hernie ou protrusion discale, et cette hernie, elle peut passer à travers une brèche dans le ligament, on parle alors de hernie exclue. Cette compression d'une ou de plusieurs racines nerveuses peut entraîner différentes symptomatologies. La chirurgie de hernie discale, c'est 30 000 actes en France en 2014, plus d'hommes qui sont représentés dans cette pathologie par rapport aux femmes, et l'incidence est plus forte chez les 35-49 ans, donc plutôt une pathologie du sujet jeune. Le symptôme principal, c'est le syndrome radiculaire, la sciatique. Le patient va présenter une douleur qui irradie dans le membre inférieur. Radiculalgie, lancinante, diurne et nocturne, qui peut être majorée par les efforts à glotte fermée et difficulté de garder certaines positions. Ce qui est important aussi dans cette pathologie, c'est que cette douleur va entraîner une réduction des activités du patient, que ce soit activités quotidiennes, professionnelles, sportives. Et du fait des douleurs, on peut observer un arrêt complet des activités sportives. L'examen clinique représenté ici très rapidement, on va passer succinctement. Il faut réaliser une analyse de la marche, rechercher une topographie de la sciatique, rechercher les réflexes, rechercher des troubles de la sensibilité, des troubles de la motricité, mais également des troubles sphinctériens. Dans le cadre d'une hernie discale, l'examen de référence, ça va être l'IRM lombaire. L'IRM qui va permettre de visualiser la compression du nerf. Comme ici, sur l'image de gauche, on retrouve une vue de profil avec une hernie discale L5-S1 qu'on peut visualiser sur l'image de droite, donc en coupe axiale, avec une hernie discale postérolatérale. Donc ça, c'était concernant les hernies discales. Concernant les fractures, on peut observer 10 000 fractures du rachis thoracique et lombaire par an en France. Je vous ai cité cette table ronde qu'on avait fait au sein de la Société française de chirurgie du rachis en 2013, qui était une étude nationale multicentrique. L'âge moyen de ces patients est de 42 ans, donc également une pathologie du sujet jeune. Les causes, en majorité, c'était accident de la voie publique et chute de lieu élevé. Ce qui nous intéresse ici, c'est que 6% des patients avaient un accident de sport. L'examen clinique est également primordial dans le cadre d'une fracture. Fort heureusement, dans la majorité des cas d'une fracture thoracique ou lombaire, ce sera une fracture qui sera dite non neurologique, donc 80% des cas. Et dans notre étude qu'on avait réalisée, on retrouvait 6% de patients qui présentaient un déficit neurologique complet dans cette étude. Pour les fractures, l'examen de référence, c'est le scanner. Le scanner permet de visualiser l'os. Donc ici, sur l'image de gauche, on voit une fracture lombaire avec recul du mur postérieur. L'image du milieu, on peut voir différents corps vertébraux qui sont cassés avec des fractures stables, des fractures instables. Et sur l'image tout à droite, on voit une fracture complexe de la colonne lombaire avec processus de dislocation avec une véritable marche d'escalier au niveau de la colonne vertébrale. Ces différentes fractures, donc on va les classifier en utilisant certains grades. S'il s'agit d'une fracture qui est dite stable, à ce moment-là, on peut se contenter de traitements soit conservateurs, soit d'expansion vertébrale. Si c'est des fractures qui sont dites instables, on rajoute des mécanismes de flexion, distraction ou de rotation. À ce moment-là, il faudra associer une ostéosynthèse dans le cadre du traitement. Les mécanismes de formation des différentes pathologies, les hernies discales lombaires peuvent se développer chez les athlètes en raison de combinaisons de mouvements à répétition, de surutilisation ou de contraintes anormales. Les fractures vertébrales peuvent également résulter chez les athlètes de compression axiale excessive, comme celle observée lors de sauts ou de chutes. Et les sports impliquant des atterrissages à répétition présentent un risque accru de fracture et de compression vertébrale. Les conséquences pour les athlètes sur la carrière sportive, cela peut entraîner une faiblesse musculaire, une diminution de la performance sportive, des douleurs chroniques avec un impact sur la carrière. Il peut en résulter un arrêt des activités sportives de haut niveau et une diminution significative de la mobilité et de la stabilité au niveau de la colonne lombaire. Je vais citer rapidement deux sports
plus à risque, le golf, sport à risque de hernie discale lombaire, parce qu'en fait, il en résulte une énorme quantité de rotation qui se produit sur une base fixe avec un couple extraordinaire qui est généré dans la colonne vertébrale. Le golf exige que l'athlète soit très immobile avant de déclencher une explosion de rotation brève dans la colonne vertébrale. La rotation rapide répétée en posture fléchie expose la colonne lombaire à des forces importantes de compression, cisaillement, torsion et flexion latérale lors du swing. Pour les fractures, je cite ici les sports divers, donc fractures fréquentes, fractures par compression et fractures isolées de l'apophyse transverse par choc direct. Le comité médical olympique a identifié les sports à risque de blessures élevées, tels que hockey sur glace, patinage de vitesse, ski alpin, ski acrobatique et snowboard. Et on observe une incidence importante de blessures graves dans le ski alpin, le ski acrobatique et le snowboard par rapport aux autres sports. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Pour les hernies discales, le traitement de référence, ça va être le traitement conservateur sur la phase initiale de première intention, lorsqu'il n'y a pas de critères d'urgence chirurgicale. Voici détaillé quelques traitements de base, traitements conservateurs, et avec possibilité également d'infiltration sous scanner. Il y a une indication chirurgicale en urgence lorsqu'on observe soit un syndrome de la queue de cheval, soit une sciatique déficitaire, ou soit lorsqu'on est en face d'une sciatique hyperalgique qui répond à des critères bien précis. Concernant les techniques chirurgicales, la technique de référence est la microdissectomie de manière mini-invasive, et on peut citer également les techniques micro-endoscopiques qui sont développées récemment. Concernant la technique de microchirurgie, c'est un curetage chirurgical classique de manière mini-invasive avec ablation du noyau et préservation de l'annulus et des ligaments autour de la colonne vertébrale. C'est une technique qui est réalisée en conditions microchirurgicales. Cette chirurgie mini-invasive permet d'améliorer le temps de récupération post-opératoire, ça diminue les lésions musculaires, ça permet une hospitalisation plus courte et ça permet également une récupération accélérée après chirurgie de rachis. Quelques mots rapides sur les voies endoscopiques, c'est un intérêt prouvé en post-opératoire immédiat, il n'y a pas de supériorité à moyen ou long terme et c'est une technique qui est également plus complexe en cas de récidive ou en cas de sténose associée. Concernant les fractures, on a différents moyens thérapeutiques à notre disposition, que ce soit corset, expansion vertébrale, ostéosynthèse, voie antérieure. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout des systèmes d'expansion au niveau des vertèbres. C'est vraiment pour les fractures vertébrales par compression non neurologique. Et ça permet de réaliser une chirurgie mini-invasive afin d'obtenir une récupération accélérée et rapide en post-opératoire. C'est un implant vertébral qui est extensible, qu'on va positionner dans la vertèbre avec une action directe crânio-caudale sur les plateaux vertébraux. Ça maintient la réduction avec une injection de ciment. Voici la technique opératoire. Donc, le patient est placé sur le ventre avec amplificateur de brillance de face et de profil pour avoir un contrôle péropératoire. On réalise une incision. On met des broches qu'on va descendre au niveau de la vertèbre avec un contrôle scopique face et profil pendant la procédure. On positionne du coup les implants. On réalise un taraudage, mise en place des implants et on ouvre l'implant à l'intérieur de la vertèbre. Une fois que cet implant est ouvert, on va larguer l'implant et on injecte du ciment dans la vertèbre. Voici ce qu'on obtient à la fin de l'intervention comme cicatrice. Et voici des images d'exemples péropératoires, donc avec positionnement de l'implant, ouverture de l'implant au cours de l'intervention chirurgicale et ensuite injection de ciment et on obtient une bonne réduction. Voici un exemple de cicatrice. Il faut savoir que ce type de technique permet d'obtenir un bon résultat court terme, moyen terme et long terme avec une récupération sur la douleur et une reprise rapide des activités concernant les suites opératoires, que ce soit hernie ou l'intervention chirurgicale que je vous ai présentée pour les fractures. Le lever, c'est le jour même ou le lendemain de l'intervention chirurgicale. C'est une hospitalisation qui est assez courte. Ça peut être réalisé en ambulatoire. Au niveau des soins, c'est surtout la cicatrice et c'est une convalescence à domicile. Pas de position interdite en général. Les trajets en voiture sont à déconseiller le premier mois. Pas d'immobilisation par corset. Pas de port de charge lourde pendant 4 semaines.
séance de kinésithérapie entre 4 à 6 semaines après la chirurgie, un arrêt de travail de 2 à 3 mois. Le sport, il faut privilégier les sports dits doux pour la reprise à partir de 6 à 8 semaines, si absence de douleur. Sport avec collision à partir de 3 mois après l'intervention chirurgicale, suivi à 1 mois auprès du chirurgien. Donc, je vais finir ma présentation en vous présentant plusieurs cas cliniques. Le premier cas clinique, c'est fracture du rachis lombaire, homme de 40 ans, traumatisme dorsal en sautant dans une piscine, examen neurologique normal, EVA préopératoire à 8 sur 10, fracture de type A3, donc fracture dite stable au niveau de la vertèbre L1, et on réalise une chirurgie d'expansion vertébrale avec des résultats très satisfaisants, une EVA post-opératoire à 2 sur 10, une bonne récupération au niveau de l'angulation de la syphose vertébrale et de la syphose régionale, une nuit d'hospitalisation et un retour à domicile le lendemain. Recul à 6 mois, on retrouve le patient qui présente une EVA à 0 sur 10, pas d'impact sur la qualité de vie, pas de prise de médicaments, retour au travail à 3 mois, reprise de certains sports, donc le patient a déjà pratiqué ski, parapente dans les 6 mois post-opératoires. Cas numéro 2, un homme de 70 ans qui présente une hernie discale lombaire, patient sportif qui fait de la randonnée en montagne. Apparition progressive de lombosciatique bilatérale avec réduction du périmètre de marche très important, évalué à 100 mètres avec une claudication neurogène sévère, d'aggravation progressive avec échec des différents traitements. On observe une volumineuse hernie discale L1-L2 avec sténose canalaire associée. On réalise une chirurgie de hernie discale L1-L2. Le patient reprend la randonnée en montagne 2 mois après l'intervention chirurgicale, puis vélo en montagne ainsi que ski. Troisième cas clinique, homme 33 ans, sportif, qui réalise des triathlons. Névralgie cervico-brachiale C7 gauche, hyperalgique, d'aggravation progressive, avec apparition d'une faiblesse au niveau de la main gauche, EVA cervicale et radiculaire à 8 sur 10, patient sous morphine, anti-inflammatoire, échec de tous les traitements conservateurs. Sur l'IRM, on observe une volumineuse hernie discale C6, C7 gauche. On réalise une arthrodèse cervicale C6, C7. Concernant les suites opératoires, patient qui reprend un triathlon à la fin du 3e mois post-opératoire, EVA cervicale 1 sur 10, EVA radiculaire 0 sur 10, impact sur la qualité de vie de l'ordre de 2%, 7e mois post-opératoire, patient qui a participé à la course Saint-Élion. Dernier cas clinique, cas intéressant de fracture cervicale, 27 ans, chute de 3 mètres, patient qui présentait une fracture complexe de C5 avec un trait sur l'ensemble du corps vertébral de C5 qui allait de haut en bas avec un trait de refend dans le disque au-dessus et en dessous. Fracture de l'articulaire et une subluxation associée. On peut voir sur l'image de droite que les articulaires ne sont pas bien empilés les unes sur les autres avec cette subluxation. Patient qui était non neurologique. On réalise une arthrodèse cervicale par voie antérieure. Patient qui voyage en Amérique du Sud 2 mois et demi après la chirurgie, début du 3e mois post-opératoire, port d'un sac de 13 kg sur 1 à 2 km. Début du 4e mois post-opératoire, c'est le patient qui est en haut en train d'aider à bâtir une maison, port de charge lourde, sac de ciment, sac de béton, session de VTT de descente. Début du 5e mois post-opératoire, alpinisme. Début du 6e mois post-opératoire, trek de 4 jours, 11 km par jour avec un sac de 15 kg, et également des sessions de plongée sous-marine. 6e mois post-opératoire, reprise d'activités telles que escalade. Et 7e mois post-opératoire, sensation de reprise globale des différentes activités. Merci de votre attention.